Bonjour, je vais vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent Intérêt de la méthode des analogues pour la génération de scénarios de précipitation à l'échelle de la France métropolitaine. Plus précisément, je traiterai des questions de cohérence spatiale et d'adaptabilité du lien d'échelle. Ma thèse a été co-encadrée par Madame Anne-Catherine Favre et par Monsieur Benoît Ingret et elle a été financée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors l'eau est un élément important pour nos sociétés, car elle intervient dans de nombreux secteurs d'activité, comme par exemple l'approvisionnement en eau potable, la production hydroélectrique ou encore l'irrigation. L'eau est un facteur important pour certains extrêmes, comme les crues dont nous avons eu de très beaux exemples cet automne 2014, et c'est pourquoi il est important de pouvoir caractériser la variabilité de nos débits. Et cette variabilité hydrologique est fortement influencée par la variabilité météorologique locale, qui elle-même est fortement influencée par la variabilité météorologique, plutôt atmosphérique, de grande échelle. Cependant, lorsque l'on ne dispose pas de séries temporelles de débit mesurés, eh bien, nous avons recours à de la modélisation hydrologique qui va considérer en entrée d'un modèle hydrologique des champs météorologiques, et il est important que ces scénarios météorologiques puissent être réalistes et adaptés aux échelles spatiales et temporelles de nos hydrosystèmes. Alors, pour générer des champs de précipitation, il existe plusieurs moyens, et un premier moyen est d'utiliser un modèle atmosphérique tournant à l'échelle du globe. Voici par exemple un champ de précipitation généré par ce type d'approche pour une journée considérée. Ce champ est représenté sur la carte de gauche. À droite, le champ des précipitations observées pour la journée considérée est représenté. Ici, on remarque en comparant ces deux cartes que la résolution spatiale de notre modèle atmosphérique tournant à l'échelle du globe ne permet pas de caractériser la variabilité spatiale des précipitations au sol. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser des échelles plus fines, des échelles spatiales plus fines pour caractériser cette variabilité spatiale. Et pour ce faire, nous allons utiliser des méthodes de descente d'échelle. Alors, parmi les méthodes de descente d'échelle, il existe deux approches. Une première approche qui est dite dynamique, qui consiste à utiliser un modèle à air limité et à le forcer en ses bords par un modèle atmosphérique tournant à l'échelle du globe. Pour la journée considérée préalablement, voici un champ de précipitation généré par cette approche. Ici, on remarque qu'effectivement, la résolution spatiale du champ généré est augmentée par rapport à celle observée pour le modèle atmosphérique à l'échelle du globe. Les avantages et inconvénients de cette approche sont les suivants. Parmi les avantages, nous disposons d'une cohérence temporelle, d'une cohérence spatiale, ainsi que d'une certaine cohérence physique entre les variables qui sont générées. Ces méthodes sont applicables partout sur le globe et ne nécessitent pas forcément de données météorologiques locales observées au sol. En revanche, leur mise en œuvre est très lourde, les coûts de calcul sont très importants, et concernant les précipitations, nous avons des biais aussi qui peuvent être assez conséquents. Une autre approche consiste à utiliser une méthode de descente d'échelle dite statistique, qui va chercher à relier l'état de l'atmosphère à grande échelle avec la réponse locale au sol, dans notre cas les précipitations. Alors sur la droite de ce diaporama, vous est représenté 3 journées qui peuvent être caractérisées par leur état de l'atmosphère, et plus précisément ici, par la pression au niveau de la mer, et ce, à grande échelle. Pour chacune de ces journées, nous remarquons que l'état de l'atmosphère est différent, et que les précipitations observées pour ces journées sont aussi différentes. Ainsi, pour des états de l'atmosphère différents, nous aurons une réponse au sol qui sera différente, et les méthodes de descente d'échelle statistiques ont cherché à établir les liens d'échelle entre les variables atmosphériques de grande échelle et, dans notre cas, les précipitations au sol. Alors, ces méthodes ont beaucoup été appliquées à des stations pluviométriques prises indépendamment les unes des autres. Voici ce que l'on obtient lorsque l'on fait cette opération sur l'ensemble des stations pluviométriques que nous disposons sur la France. On remarque que là encore, la résolution spatiale de notre champ généré est accrue. Toutefois, la cohérence spatiale et la cohérence physique entre les variables générées n'est pas garantie. De plus, nous avons besoin de données pour effectuer l'apprentissage et déterminer le lien d'échelle qui va être utilisé. La mise en place de cette approche est relativement peu coûteuse et surtout, les prédictions sont peu biaisées, ce qui est un élément très important dès lors que l'on considère des systèmes très non linéaires par la suite.
Et c'est pourquoi la communauté des hydrométéorologues retient cette seconde approche, les méthodes de descente d'échelle dites statistiques. Alors ces méthodes de descente d'échelle dites statistiques, elles reposent sur l'hypothèse que l'état de l'atmosphère à grande échelle influence fortement sur les variables météorologiques locales. Parmi elles, il existe trois grandes familles. La première, regroupant les générateurs de temps conditionnés au type de temps. La seconde, regroupant les fonctions de transfert. Et une dernière méthode, regroupant les méthodes de type analogue. Alors dans le cas des deux premières familles, les générateurs de temps et les fonctions de transfert, les questions de cohérence spatiale des champs générés sont très difficiles à traiter. En revanche, dans le cas de la troisième famille, les méthodes dites analogues, la question de la cohérence spatiale est facilement traitée, comme nous allons le voir par la suite. Alors comment fonctionnent ces méthodes analogues? Admettons que l'on se situe en un endroit en France, ici représenté par le point rouge dans le nord-ouest de la France, et que pour cet endroit, et pour une journée de prédiction de données, nous souhaitons prédire les précipitations. Dans ce cas, nous pouvons regarder quel est l'état de l'atmosphère à grande échelle, et plus précisément sur un territoire bien défini, ici celui représenté par le rectangle rouge. Nous allons appeler ce rectangle rouge le domaine d'analogie. Sur la base de ce domaine d'analogie et de cet état de l'atmosphère, nous allons regarder dans une archive de grande échelle de situations candidates quels sont les états de l'atmosphère qui sont les plus similaires avec notre état de l'atmosphère cible, et ce, au travers d'un critère d'analogie. Ceci nous permet de retenir un certain nombre de dates qui sont similaires, ou dites aussi analogues, et pour ces situations analogues, nous pouvons extraire dans une archive locale de précipitations les précipitations correspondant à ces jours. À l'aide de cet ensemble de précipitations, nous pouvons émettre une prédiction sous la forme d'une distribution cumulée, sur laquelle on peut lire par exemple que nous avons 80% de chances de ne pas dépasser une valeur égale à 15 minutes. Alors ces dates analogues sont utilisées ici en une station localisée dans le nord-ouest, mais on peut aussi les utiliser en une autre station, par exemple ici dans le sud-est de la France, et pour les mêmes dates analogues, eh bien, nous pouvons aller extraire d'autres valeurs de précipitation pour ce second endroit en France et émettre une seconde distribution cumulée pour ce second endroit en France. Si l'on effectue cette procédure à l'ensemble des stations pluviométriques que nous disposons sur le territoire, cela consiste à aller sélectionner les champs de précipitation observés et à les considérer comme des scénarios potentiels pour la journée de prédiction que l'on considère. Comme ces scénarios potentiels ont déjà été observés par le passé, la cohérence spatiale des champs de précipitation est de fait satisfaite. Toutefois, le domaine d'analogie et les variables utilisées pour l'analogie sont dépendantes de l'endroit que l'on considère et de la variable à prédire. Par exemple, si l'on considère une station pluviométrique localisée dans le sud-est de la France, eh bien son domaine d'analogie optimal est peut-être le rectangle vert représenté en haut à gauche sur la carte. Et maintenant, si l'on effectue notre algorithme d'analogie sur ce nouveau domaine d'analogie, eh bien nous allons peut-être aller sélectionner des dates analogues qui sont différentes et qui vont nous mener à retenir des ensembles de précipitations qui seront différents. Donc ici, nous voyons bien que nous faisons face à un dilemme. D'une part, l'utilisation d'un même jeu de dates analogues sur l'ensemble des stations pluviométriques en France nous permet de garantir la cohérence spatiale de nos champs de précipitation générés. Cependant, l'utilisation d'un même jeu de dates analogues ne conduira pas forcément à l'obtention des performances optimales en chacune de nos stations pluviométriques. Ce qui nous amène à considérer les deux questions suivantes. La première, sur quelle étendue spatiale est-il possible de générer des scénarios de précipitation qui puissent être localement performants et spatialement cohérents? Alors pour répondre à cette question, il y a deux approches. La première a déjà été explorée par Sabine Radanovic dans le cadre de sa thèse, où elle a regardé quelles étaient les régions qui possédaient des prédicteurs optimaux communs. Une seconde approche, celle que nous proposons, est d'évaluer la transposabilité spatiale d'un modèle analogue, c'est-à-dire la capacité d'appliquer un modèle analogue optimisé à un endroit et à l'appliquer à d'autres stations pluviométriques réparties sur le territoire français. Enfin, une deuxième question est, comme nous avons vu que l'utilisation d'un jeu de dates analogues commun à l'ensemble des stations pluviométriques ne menait pas à des performances optimales en chacune de ces stations, nous nous demandons dans une seconde question
s'il existerait une stratégie qui permette d'améliorer à la fois la cohérence spatiale et la performance locale. Et pour ce faire, nous avons exploré l'utilité d'un modèle hybride qui combine un modèle analogue avec une fonction de transfert, inspiré des travaux de Mesghani en 2009.